Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission d'accès sur Africa FM et africafm.com. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Je suis Moïse Self et je serai votre hôte pour ce nouvel épisode d'Africatech, l'émission qui décortique les projets technologiques de notre continent. Comme d'habitude, nous débuterons notre émission par un récapitulatif des événements marquants de la semaine. Ensuite, nous aurons un moment décryptage, nous discuterons de santé numérique. Puis nous conclurons avec un débat virtuel sur ce que les startups doivent savoir dans le domaine de la santé numérique. Mais juste avant, permettez-moi de vous présenter les invités que j'ai avec moi sur le plateau. Alors j'ai avec moi nos merveilleux chroniqueurs Nana Kwame du Ghana et Bill Théodore du Congo-Brazzaville. Bonjour. Bonjour Nana, bonjour Bill. Bonjour. Et j'ai aussi avec moi Monsieur Adel Mebarki. Bonjour. À qui je vais laisser le soin de se présenter. Donc Adel Mebarki, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Foresight Data Agency, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et l'automatisation à travers l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Monsieur Adel, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Africatech. Maintenant place à la Minute Click. Africatech. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités phares de la semaine. Africatech. La Guinée a lancé 2 plateformes numériques, e-learning et e-conseil, dirigées par le Premier ministre Amadou Oriba. Elles offrent des outils innovants pour la formation et la gestion, avec des cours en ligne accessibles hors ligne et une automatisation des activités administratives. Les données sont sécurisées selon des normes internationales. Ces initiatives modernisent l'administration guinéenne pour la transformation numérique. En Algérie prévoit de moderniser la gestion des pharmacies d'officine avec une nouvelle plateforme numérique annoncée par le ministre de la Santé, Abdelak Saïd. Supervisée par un comité regroupant divers acteurs du secteur, elle facilitera la gestion des médicaments, des gardes et assurera la traçabilité des produits pharmaceutiques. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de numérisation de la santé visant à améliorer l'accès aux médicaments en Algérie. E-Impact lance un studio d'investissement pour soutenir les startups agricoles en Afrique de l'Ouest débutant en Côte d'Ivoire. En partenariat avec l'INPHB et l'IGUB, le programme vise à encourager les innovations agricoles durables. Les étudiants suivront une formation dispensée par les institutions partenaires et E-Impact, puis bénéficieront d'une incubation et d'un accélérateur de start-up. Salué par le directeur général de l'INPHB, Moussa Diaby, ce partenariat favorisera le développement de l'entrepreneuriat agricole et la création d'emplois en Afrique avec une expansion prévue vers d'autres marchés frontières. Les pannes récurrentes sur les câbles sous-marins en Afrique entraînent d'importantes pertes financières pour les télécommunications sur le continent. La Guinée et la Gambie ont signé un mémorandum d'entente pour la construction d'un deuxième câble sous-marin à fibre optique financé par la Banque mondiale. Ce projet vise à réduire les coûts pour les 2 pays, la Guinée pouvant bénéficier d'une réduction de plus de 40%. Il s'agit d'une initiative visant à renforcer la coopération pour un avenir numérique plus prospère. Ce câble permettra d'améliorer les services Internet à haut débit, d'étendre leur portée et de réduire les coûts, accélérant ainsi la transformation numérique dans les 2 pays. Enfin, la NBA lance le triple double NBA Africa Startup Accelerator pour soutenir les startups africaines dans le sport. Géré par ALX Ventures, cet accélérateur offre mentorat et financement aux entreprises développant des solutions pour la gestion d'événements sportifs, l'IA et le marketing. Aligné avec l'initiative Digital Transformation with Africa, il sélectionnera 10 startups pour une démonstration à New York où 4 recevront un soutien financier et un mentorat supplémentaire. Cette initiative contribue à la coopération entre les États-Unis et l'Afrique pour la transformation numérique et le développement économique. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai sur www.accelerator.nba.com. Africatech. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités phares de la semaine. Africatech. Chers auditeurs, je suis de retour en compagnie d'Adel, Bill et Nana pour la Minute Décryptage.
Africatech, La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech, analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet dans sa globalité. Nous parlerons de santé numérique. Alors, ma première question va pour Monsieur Adel. Monsieur Adel, est-ce que vous pouvez décrire brièvement c'est quoi la santé numérique? Alors, le concept de santé numérique, c'est tout simplement l'intégration de toute solution numérique qui vise à améliorer le système de soins au sens large. Donc, ça va de la prise de rendez-vous à travers des solutions numériques jusqu'à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les prises de décision médicales. C'est un domaine assez large, mais ça permet d'améliorer un certain nombre de problématiques dans le système de soins un peu partout dans le monde et sur le continent en particulier. Alors, je tiens à préciser que Monsieur Adel est un spécialiste de la santé numérique. Il est CEO de Foresight, mais avant, vous avez eu une autre start-up qui traitait toujours de la santé numérique. Alors maintenant, je me tourne vers Nana. Nana, vous êtes docteur en médecine. Ouais. Comment est-ce que la santé numérique, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs comment est-ce que la santé numérique vous aide, vous, en tant que médecin professionnel du métier? Au premier, ils nous permettent de gérer les informations des patients. Okay. Ça implique l'anamnèse, y compris l'antécédents médicaux, les plans de traitement et aussi l'examen et les prescriptions. D'accord. Avec ça, avec les technologies, on peut partager les informations avec les autres docteurs pour les suivis et pour les mieux prises en charge. Aussi, on a l'accès complet des patients aussi. Avec ça, on peut prendre les décisions efficacement. C'est ça. Normalement, en termes de problématiques, quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent en tant que médecin? En tant que médecin, est-ce que vous pouvez aussi dire dans quelle mesure est-ce que la santé numérique pourrait vous aider? Le problème, c'est pour les suivis à distance, les surveillances à distance. Normalement, si les patients quittent l'hôpital, les suivis, c'est trop important. L'évolution de la malade, ça dépend des suivis des traitements aussi. Donc, avec les technologies ou bien les e-santé, on peut bien suivre, on peut laisser les messages, on peut signaler les patients. Ça nous aide. Mais les contraintes aussi, c'est les problèmes techniques aussi. Oui, bien sûr. Surtout dans le continent, le contexte dans lequel nous sommes, le continent africain, où il y a beaucoup de contraintes qui nous forcent à... Oui, avec les technologies. Initialement, maintenant, dans l'hôpital de Beni Messous, spécifiquement pédiatrie, on a l'application pour faciliter les triages. D'accord. Avec ça, on peut réduire les charges administratives. Sans ça, c'est un peu difficile pour nous. Donc, le but ultime, c'est pour les mieux prises en charge de notre patient. D'accord. C'est ça. Adèle, il me semble que, je me rappelle on discutait avant l'émission, où tu parlais justement de comment est-ce que la santé numérique peut aider dans des choses comme la prise de rendez-vous, le suivi des patients. Est-ce que tu peux rajouter sur... Oui, en fait, il y a plusieurs usages de la santé numérique. Comme vous disiez, le suivi de patient est un élément central parce que globalement, un patient entre un rendez-vous et un autre, en fait, on le perd de vue, donc on ne sait pas comment évolue sa maladie. Oui. Mais il y a aussi des enjeux sur l'organisation du système de soins. Donc, typiquement, la prise de rendez-vous, vous avez parlé de triage. Oui. Après, il y a des enjeux, on en parlera tout à l'heure, mais il y a ces usages-là. Et puis, il y a des enjeux qui sont tout aussi importants, c'est la disponibilité médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des éléments démographiques qui font qu'on a de moins en moins de possibilités de prise en charge pour les populations. Oui, et donc, il y a la téléexpertise, la télémédecine, qui permettent en fait de prendre en charge des patients à distance et donc d'offrir une offre de soins qui jusque-là n'existait pas parce que le numérique n'était pas déployé et on arrive à répondre à des problématiques d'indisponibilité de médecins et de professionnels de santé auprès du patient. Et vous, en tant que professionnel du domaine, quelles sont les contraintes ou les défis que vous rencontrez le plus souvent par rapport à votre domaine? En fait, il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, elle est technologique. Il faut que la solution marche et qu'elle marche bien, etc., et qu'elle s'intègre dans un tout technologique. Je m'explique. Vous mettez en place un système de triage, c'est très bien, mais il faut qu'il rentre dans un système d'information de l'hôpital de manière plus globale. Il y a cette notion technologique. Il y a un deuxième sujet qui est plutôt sur la réglementation au sens large. Comment les États mettent en place des stratégies réglementaires, juridiques, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'usages. Et je vais en reparler. Et c'est un troisième item qui est plutôt la sécurité.
les notions de sécurité. Oui, bien sûr. Quand on parle du système de triage, c'est des données de santé qui sont des données de patients. C'est extrêmement sensible, donc il y a des données, il y a des notions de sécurité. Et c'est directement du coup lié aux notions juridiques. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qu'on néglige assez souvent, c'est la conduite du changement. Parce que je parle sous le contrôle de notre docteur, mais quand on a l'habitude de travailler avec une certaine organisation, le fait d'avoir du numérique qui change complètement la manière de travailler, c'est pas si simple en fait. C'est pas aussi simple que juste cliquer sur des boutons, etc. Il y a c'est vrai, Nana. Si tu confirmes ce que oui, il a raison. Je voudrais changer un peu parce que je voudrais parler des les contraintes des technologies pour vous les pour médecins. Nous, oui. Il a parlé de sécurité. La sécurité, c'est médico-légal, c'est primordial pour nous. On a protégé les données. Les données des patients. Les données des patients, les informations. C'est interdit de partager cette information. Mais on est dans, maintenant, on est dans une situation on est global maintenant. En anglais, le global village. Donc, c'est nécessaire pour partager les informations. Mais le problème maintenant, c'est les cyberattaques. Oui, justement. Donc, ça, c'est les contraintes. Aussi, on parle des contraintes de coûts. Oui, le coût de... Oui, les mises en nouvelle, les maintenances. La maintenance aussi, ça coûte l'argent. Oui. Maintenant, il y a des contraintes avec les disponibilités des funds. L'argent. La disponibilité de déjà. Parce que vous connaissez les pourcentages pour les revenus publics, pour les santé publique aussi. Et on est dans le système où les santé est gratuit. Donc c'est difficile. Mais les technologies qui déjà existent, c'est déjà difficile de faire la maintenance. Et on va ajouter... Donc, à ajouter d'autres... plus de technologies, c'est plus de contraintes, plus de problèmes. Oui, mais les santé numériques, c'est très important. C'est très, bien très sûr, important. surtout nous sommes dans une période où la numérisation est très importante. Exactement. Surtout sur le continent africain. Elle ne fait que croître depuis quelques années maintenant. Mais confirme, c'est une question que je pose à vous deux, Adèle en tant que professionnelle de la santé et toi en tant que médecin. J'ai récemment vu et entendu qu'il y avait des chercheurs qui voulaient faire une étude dans le domaine de la santé. Je ne sais plus trop exactement pourquoi. Pour ça, ils avaient besoin des ordonnances que les médecins prescrivaient aux patients. Pour traiter les données, il fallait qu'ils puissent utiliser des outils numériques, un ordinateur ou un téléphone. Et figurez-vous que les médecins ont refusé. Ils ont refusé de le faire. Et la raison qu'ils donnaient, c'est « je préfère mon stylo ». Adèle, je te pose la question à toi. Est-ce que tu t'es déjà confronté à ce genre de situation et comment est-ce que tu as réagi ? Non, mais en fait, ça revient à la conduite du changement. C'est que un médecin, par exemple, qui travaille depuis 30 ans et qui a l'habitude de travailler avec un stylo et une feuille, il voit pas l'intérêt pour lui de passer à l'ordinateur et de pouvoir numériser ses prescriptions médicales. Donc oui, c'est très commun en fait, comme ça paraît de l'extérieur dingue, mais oui, effectivement. Mais en fait, c'est très commun. Alors je dis pas que c'est la majorité des médecins, loin de là. Et quand je dis médecins, en réalité, c'est tous les professionnels de santé, c'est pas spécifique aux médecins. Mais c'est là où en fait les notions de formation et les notions d'éducation entre guillemets sont importantes dans le déploiement de la technologie. On a tendance à regarder la santé numérique comme un outil technologique uniquement, alors que c'est un tout. Ça s'imbrique dans des éléments organisationnels qui ont de l'humain, et l'humain c'est toujours le plus difficile à changer. Oui, toujours. Et Nana, tu confirmes, est-ce que toi ça te poserait le problème? Oui. Non, c'est les anciennes. Mais l'ancienne génération. Le progrès c'est technologie médicale. Ça on révolutionné la façon dont les médecins diagnostiquer, traiter et suivre les patients. C'est une progression. Donc il a dit il y a la nécessité de faire des formations. C'est important bien sûr, pour sensibiliser, apprendre. Oui. Même par exemple pour les applications pour les triages au niveau à Beni Messous. C'est une formation. On a tous reçu les formations. C'est ça. Normalement,
il faut être au courant. C'est la question des savoir-faire et des savoir-être. You have to be in the present and you have to progress. C'est ça. Tu es dans le présent et tu dois. Oui, si vous préférez d'utiliser votre stylo, c'est pas nécessaire maintenant. Oui, mais c'est mieux d'utiliser parce que oui. le but en fait c'est pour aider. Oui, exactement. Pour donner les prescriptions, c'est comme ça. Pour, comment on dit, les mises à jour des informations. Il faut utiliser l'ordinateur. D'accord. En fait, je voulais même ajouter quelque chose à propos des contraintes telles que vous avez dit. Oui, Bill. Sur la santé numérique, parce que selon Kémy Oulaye, le PDG de Babi Migo, qui est une start-up qui se développe dans le e-santé comme on le parle, il a souligné le point que lorsqu'il s'agit du e-santé avec les patients, avec les personnels de santé, c'est beaucoup plus, je vais dire, facile à accéder, mais avec la population a cette peur parce que depuis des années, surtout en Afrique, il y a pas trop de conférences ou accès à l'internet pour que les gens puissent comprendre que non, le e-santé aussi existe. En fait, beaucoup de patients refusent que puissent avoir des traitements à travers ou soit par des recherches basées sur le e-santé. En fait, pour eux, ils veulent que ça soit seulement quelque chose de physique, pas en passant par internet ou par la technologie. Et justement, une question pour toi, Bill. Je rappelle que tu es un étudiant en système d'information à l'université de Boumerdès, en Master 2. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler d'un exemple concret dans lequel la santé numérique a aidé ou a révolutionné en Afrique? Par exemple, sur le propos d'une des maladies la plus répandue en Afrique, qui est le paludisme, je peux dire, c'est l'un des plus gros problèmes que les médecins se sont confortés sur ça. Selon des études, il prouvait que plusieurs patients mouraient avant même qu'on puisse leur traiter, parce que en Afrique, il n'y a pas assez de médecins et en attendant pour faire tous ces tests, l'être humain n'a pas deux fois tout ce temps pour faire tous ces tests. Donc, on avait développé un modèle de deep learning appelé YOLO qui arrivait à détecter le paludisme juste avec l'échantillon du sang. Ça a permis vraiment le pourcentage de dépistage des tests de paludisme a passé de 40% 2013 jusqu'en 2020 selon une étude de l'OMS. Adèle, tu veux rebondir Non, c'est très intéressant. C'est un exemple concret de comment, en fait, en liant le numérique avec la médecine, on peut avoir un impact direct parce que le diagnostic du paludisme, c'est un enjeu central en Afrique. C'est pas un petit élément sur lequel travailler. Et c'est vrai que simplifier le diagnostic à travers l'intelligence artificielle, en fait, ça permet, comme vous le disiez, ça permet d'avoir un impact plus fort sur la population, et donc qui dit dépistage précoce dit prise en charge améliorée et donc impact positif sur la santé des populations. Une dernière question, on va terminer avec toi, Adèle, pour le décryptage. Est-ce que tu pourrais nous citer un exemple, un cas dans lequel tu as participé à l'amélioration d'un service ou révolutionner quelque chose, que ce soit avec ta start-up ou personnellement? Je pense que, comme je disais, alors pas aujourd'hui, mais au Digital African Summit la semaine dernière, on parle beaucoup en fait d'intelligence artificielle aujourd'hui partout dans le monde, et donc en Afrique aussi. Et je pense qu'on a des enjeux qui sont un peu avant sur les systèmes d'information. Et donc typiquement, je vais donner un exemple très simple. On a travaillé sur la mise en place d'un système d'information pour la prise en charge dans un hôpital reculé, alors en Europe là pour le coup, sur globalement tous les aviateurs civils ont des tests médicaux qui doivent passer en fait au bout d'un certain nombre d'années. Et jusqu'à maintenant, dans cette auprès de ce client-là, en fait, il travaillait uniquement avec le papier de stylo. Donc, un aviateur qui passait une année 1, en repassant en année 3, on n'avait pas forcément l'historique, l'archive en fait de ce qui existait. Et il y avait des notions de sécurité extrêmement importantes, c'est-à-dire que vu que c'est des aviateurs, les données étaient sensibles, et donc ça devait, ce qu'on appelle des boucles fermées. Les données ne devaient pas transiter sur le web, ils ne devaient pas sortir en fait de l'hôpital, etc. Et en fait, on a mis en place ce système-là. Et concrètement, ce que ça fait, c'est que on a la possibilité d'avoir sur un aviateur X ou Y tout son historique. D'accord. Et donc, en fonction de ces résultats, on priorise en fait les dates de prochains rendez-vous. D'accord, je vois. Et ça, c'est assez important parce que au final, si on fait pas ça, on prend en charge un aviateur A ou un aviateur B exactement de la même manière. Oui, exactement. D'accord. Et donc c'est un exemple, je trouve que c'est assez intéressant qui lie à la fois le numérique
la data, mais aussi la notion de sécurité des données qui est extrêmement centrale. Merci beaucoup Adèle, merci beaucoup à Nana et Bill. Ce sera tout pour la minute décryptage. On se retrouve tout à l'heure pour le débat virtuel. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Alors, je suis de retour toujours avec mes invités pour notre débat virtuel. Aujourd'hui qui porte sur les startups. Adèle, tu es toi-même un start-upper. Tu as maintenant 2 startups à ton actif. Est-ce que tu peux d'abord... Je sais que ça peut paraître banal, mais c'est quoi une start-up? Alors une start-up, on peut considérer une start-up comme étant une entreprise basée sur l'innovation. Alors principalement numérique, mais qui apporte une innovation soit d'usage, soit une innovation d'amélioration ou de rupture. Qui intègre le numérique dans l'amélioration d'un système en particulier. Donc là, on parle de start-up dans la santé numérique, mais au global, en fait, c'est une entreprise qui est basée sur l'innovation et basée sur l'innovation numérique. Quels sont les éléments pour toi, selon toi, quels sont les éléments à considérer en priorité lorsqu'on veut se lancer dans le domaine numérique pour une start-up? Alors en fait, je pense que il y a plusieurs éléments autour de ce qu'on appelle une start-up. Enfin, généralement, quand on lance une start-up ou quand on a une idée de start-up, on se focalise surtout sur 2 éléments qui sont la solution numérique. C'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est une application mobile? Est-ce que c'est un objet connecté? Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Peu importe. Et le deuxième sujet qu'on regarde souvent, c'est est-ce qu'il y a un besoin dans ce sujet-là? Parce que généralement, ça vient soit de quelqu'un qui a un background plutôt tech, soit quelqu'un qui a un background plutôt métier. Santé, oui. Donc un médecin, un pharmacien. On va se focaliser sur ces 2 items qui sont principalement la réponse technologique et le besoin métier. Ça, c'est les 2 piliers. Sauf que dans la réalité, il y en a beaucoup d'autres. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de startups découvrent au fur et à mesure en fait les enjeux autour. Et donc je vais donner quelques exemples, mais il y a la réponse technologique, il y a la réponse métier, mais il y a aussi la réponse juridique. Est-ce que ce que j'essaye de faire est juridiquement viable? Est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce que dans le métier dans lequel je rentre, il y a une réglementation particulière? Quand on vient pas de la santé, la sécurité des données des patients, c'est pas forcément quelque chose qu'on a naturellement. Donc il y a cet aspect juridique. Il y a un dernier aspect qui est purement en termes de communication et de marketing. En santé, en fait, il y a une notion juridique, c'est qu'en fonction des revendications que vous allez avoir, je vais donner un exemple concret après. En fait, le cadre juridique peut évoluer. Si je dis par exemple que ma solution numérique aide à lutter contre le diabète, ça veut dire que je vais rentrer dans une réglementation qui sont les dispositifs médicaux. Par contre, si je dis que ma solution va essayer d'accompagner les patients diabétiques, ben là, j'ai pas une revendication médicale, donc je ne suis plus un dispositif médical. Ça, c'est culturellement pas forcément quelque chose de naturel. C'est-à-dire que la communication a un impact sur le réglementaire, c'est pas le cas. Et puis, je pense que, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a la notion de compréhension du comportement. Comment ça fonctionne aujourd'hui sans cette solution numérique que j'imagine? C'est-à-dire? Typiquement, on va reprendre l'exemple des rendez-vous médicaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se développent autour de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et on l'a vu pendant la pandémie Covid-19, etc. Ça a été plus ou moins utilisé beaucoup dans un certain nombre de pays sur le continent. Même un cercle de médecins en Uruguay, ils ont essayé de faire des statistiques. Plus de 16 milliards de rendez-vous ont été pris en ligne entre 2020 et 2023. Ouais. Donc il y a vraiment cet usage-là, mais je prends l'exemple de l'Algérie que je connais le mieux. Je suis pas certain en fait qu'il faille prendre. Enfin, c'est bien pour l'organisation, pour l'hôpital, pour le système en général, mais est-ce que le patient a l'habitude de prendre rendez-vous comme ça pour aller chez le médecin? Très bonne question. Pas forcément en fait. Oui. Très souvent en fait, le patient a un besoin médical, il va dans un cabinet libéral, le cabinet d'un médecin, et il fait la queue. Oui, il pose son problème. Il pense pas à prendre rendez-vous. C'est-à-dire, il n'anticipe pas ce qui va. Et donc, en fait, quand on développe une start-up sur cet usage-là, prendre un rendez-vous en ligne, c'est très bien. Mais la réalité, c'est comment j'organise la queue chez le médecin. Et donc, c'est une autre solution numérique
qui répond plus à la réalité en fait du comportement des patients aujourd'hui en Algérie que la solution numérique initialement pensée. Donc en fait, il y a les notions comportement et organisation qui sont aussi importantes dans le développement du start-up, mais qui sont pas forcément les notions les plus prises en compte. Donc c'est les besoins. C'est plus que les besoins. Le besoin, si je prends ces exemples-là sur la prise de rendez-vous, le besoin, il est de consommer de manière efficiente une compétence médicale. Mais le comportement, c'est est-ce que j'ai l'habitude de prendre rendez-vous avant de me déplacer chez le médecin, ou est-ce que je descends, je prends mon ticket, prendre mon ticket et je vais voir le médecin. Mais Nana, je veux te poser la même question. Toi, en tant que médecin, je vais dire, cite-nous deux des points les plus importants qu'un entrepreneur dans le domaine de la santé numérique doit prendre en considération pour se lancer. Il a déjà parlé les compréhensions du marché, c'est important parce qu'il a parlé des besoins, des opportunités aussi. Oui. Aussi. Donc il faut connaître comment on dit des infrastructures de santé existantes. Il a parlé des réglementations aussi gouvernementales. Et le mode de paiement pour nous les médecins, au privé ou bien au public aussi. Oui. Et l'habitude de consommation, il a déjà parlé aussi. Et aussi, il faut considérer l'adaptabilité de cette technologie aussi. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça va être différent à 4, régions à une autre région. Donc, il faut considérer ça. Aussi, pour les startups, toujours, moi, personnellement, à mon avis, les financements. Quelle est, selon toi, la meilleure manière de collaborer avec les entrepreneurs de la santé numérique? Bon, je pose la question à toi et juste après, Bill va continuer. Auparavant, il a parlé des formations aussi. Il faut m'éduquer sur mes besoins, mes exigences. Comment ça t'éduquer sur tes besoins? C'est toi qui en as... C'est-à-dire non, mais en tant que... Tu connais ton domaine, tu sais ce dont tu as besoin. Oui. Mais je connais mon domaine. Mais il a parlé des systèmes de ticketing. Okay. Il a parlé des systèmes de ticketing. On a parlé des triages. Je sais que c'est important de faire des triages au niveau des pavillons d'urgence. Okay. Il reste les savoir-faire. Comment? Les façons, quelles sont les solutions plus fiables. C'est à cause de ça. Donc, pour un start-up, pour une entreprise, le but, c'est pour donner les solutions. Proposer une solution. Proposer des solutions. Disons, la meilleure solution pour toi. Je suis dans le système. Oui. Moi, je suis dans le système. Si on est dans le même système, je peux dire les echo chambers. On a les mêmes avis. Oui, l'écho interne. C'est-à-dire, en tant que médecin, vous avez besoin d'un avis extérieur Exactement. C'est à cause il faut chercher des opportunités. Okay. Aussi, après ça, il faut chercher l'accès aux cliniques pour former votre statistique. Ça va être la base. Oui, mais il y en a qui refusent. Oui, mais c'est à cause de ça. C'est à cause de cette formation. Oui, il faut convaincre les barrières. Il y a beaucoup de barrières. On a dit, il y a des médecins qui sont dans l'ancien, qui sont... Donc, Bill Et permettez-moi, les ressources cliniques, vous besoin les validations aussi. Vous besoin les validations et vous besoin les manières pour intégrer votre solution dans le système de santé. C'est avec ça, comme les médecins et les patients vont être à l'aise. Parce que s'il y a des inconvéniences, ça va pas marcher. Oui, bien sûr, il faut que les deux parties puissent être... Exactement. Du coup, Bill, la question, je te la repose. Quels est selon toi les points essentiels à considérer pour un entrepreneur qui veut se lancer dans le domaine de la santé numérique? Je vais rester dans leur perspective. Les points essentiels à noter avant de se lancer dans le domaine de la santé numérique. C'est aussi voir les opportunités qui sont disponibles. Les opportunités qui sont disponibles. Savoir les besoins du médecin. Parce que pour se lancer dans un tel domaine, il faut savoir si ce domaine-là demande les solutions que tu veux proposer. Je voudrais dire aussi, pour les notes de validation clinique, c'est très important parce que il faut valider l'efficacité et la sécurité de votre solution. Avec ça, vous pouvez obtenir la confiance des professionnels de santé. Ça c'est le but pour les startups. Créer une situation de confiance. Avec ça, tu peux prendre les modèles
d'un hôpital à un autre. Vous créez votre marché business. D'accord. Donc, faute de temps, malheureusement, on ne peut plus continuer parce que nous devons terminer. Adèle, un dernier mot? Écoutez, je pense qu'on a vu qu'il y a un vrai potentiel de la santé numérique en Afrique. Je pense moi personnellement que c'est plus une nécessité qu'un potentiel. Et je rebondis surtout sur le dernier point, sur l'évaluation clinique. C'est un élément central qui crée la confiance, mais aussi qui démontre la crédibilité de la solution. Donc on a toutes les cartes en main pour pouvoir intégrer plus de solutions numériques dans nos systèmes de soins sur le continent. Merci beaucoup Adèle, merci beaucoup Bill, merci beaucoup Nana et merci à vous chers auditeurs. C'était tout pour le débat virtuel. Nous arrivons à la fin de notre numéro de la semaine. Je remercie Asiba à la réalisation. Et je vous invite, chers auditeurs, à continuer à nous suivre sur les ondes d'Ifriqiya FM, sur nos plateformes. Merci, au revoir.